Ça, c'est le premier appareil photo que j'ai possédé. Un Konica Minolta d'image Z2 de 2004, que j'ai récupéré de mes parents une fois que l'intérêt pour ce dernier était passé. Ça, c'est le dernier appareil photo que j'ai acheté, un iPhone 13 Pro de 2021. Celui-ci a un capteur de 4 mégapixels. Et j'ai dû prendre 1000 ou 2000 photos avec, pour la plupart imprimées plus tard et disposées dans des albums photos que je regarde pratiquement tous les ans. Celui-là a un capteur de 12 mégapixels, 3 objectifs, et j'ai dû prendre pas loin de 50 000 photos avec. Et pour la plupart, je ne les re-regarde jamais. Je les stocke, je les accumule, photos comme vidéos, et ce jusqu'à ce que ma mémoire soit pleine. Quand c'est le cas et que j'ai le temps, je supprime les doublons, ce qui est assez rare, et exporte le reste par paquet de 1000, 2000 et plus, vers des disques durs. Disques durs qu'à nouveau, je ne regarde jamais. Un placard numérique de plusieurs téraoctets de souvenirs que je ne dépoussière que pour remplir à nouveau. Un syndrome de Diogène, peut-être, mais en tout cas elles sont là, disponibles, à portée de main, potentiellement inutiles pour la plupart, mais trop nombreuses pour être correctement triées, et de toute manière, je me sens comme dans l'incapacité de m'en débarrasser. Et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. En tout cas, je me souviens de ce que celui-ci impliquait. Il fallait une carte mémoire, 4 piles, et surtout, il fallait choisir. On ne prenait pas des photos pour tout. On prenait des photos pour quelque chose. Pour expérimenter. Pour comprendre. Pour garder une trace. Pour figer un moment. Pour se souvenir, plus tard. Ces images existaient quelque part, dans des albums photos, gravés sur des CD par mon père, dans des boîtes, dans des tiroirs, et on les regarde encore et encore. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Shot with the miraculous little ELPH. The new ELPH 2, the 2x zoom camera that's the world's smallest. When circumstances change, you'll know how to turn a snapshot into a photograph. It's that simple. Now that's creative. Take it to the places where life happens. Certes, avant l'essor des caméras numériques, des dispositifs de captation personnelle existaient déjà. Toutefois, les technologies analogiques, qu'il s'agisse de la pellicule ou des formats vidéo analogiques donc, impliquaient des coûts plus élevés, des contraintes techniques importantes et limitaient les possibilités d'usage, notamment en termes de production et de diffusion des images. Elles existaient sur des supports physiques, la pellicule, les bandes VHS, Hi8, etc. Des objets qu'on pouvait facilement abîmer ou perdre et qui imposaient des limites. Les supports avaient un nombre restreint d'images, un coût important, accompagné d'une certaine lenteur. Chaque prise comptait. Ça demandait du matériel, du temps, de l'argent, d'autant plus que les images étaient difficiles à reproduire, à partager et à modifier pour le commun des mortels. Alors qu'avec le numérique, ces dernières ne reposent plus sur un support unique, mais sous forme de données. Elles peuvent être copiées à l'infini, envoyées facilement, stockées en quantité presque illimitée. Filmer ne coûte presque plus rien, recommencer non plus. Cette transformation a profondément changé ce que produire une image signifie. Elle a rendu la création plus accessible, plus libre, mais aussi plus massive et rapide. Bref, il n'avait jamais été aussi facile de créer des images. Les technologies facilitent l'usage et surtout, plus de support physique. Autant de prises qu'on le désire, prix dérisoire, partage facile. C'était le début de la création infinie. Ciao, you old bugger! Yeah! I heard voices. Yeah, I know you're the best. Fantastic day. Yeah. Et puis, ça a commencé à s'accélérer. On a rendu cet objet de plus en plus tendance, de plus en plus accessible encore, de plus en plus performant, de plus en plus petit au point de le faire rentrer de manière optionnelle dans d'autres appareils.
dans des consoles de jeux, dans des lunettes, dans des montres, etc. Mais l'appareil qui rentrera le plus dans le quotidien des gens, et ce de manière durable, c'est bien entendu le téléphone portable. Le premier téléphone grand public à être doté d'une caméra, le Sharp JSH04, à l'époque où les téléphones servaient encore à téléphoner, en 2000. À ce moment-là encore accessoire, la caméra prit une toute autre dimension à partir de celui qui allait révolutionner le milieu du téléphone portable. And we are calling it iPhone. La folie de l'iPhone, les passionnés... L'iPhone, le premier véritable smartphone avec un écran tactile et caméra intégrée. On ne téléphone plus, c'est devenu une option. C'est le début de la connexion permanente avec le monde, mais surtout avec Internet. Et sur ces produits, la caméra est essentielle, mise en avant et améliorée encore et encore, d'année en année. La caméra est maintenant en permanence dans notre main ou notre poche, mais surtout, elle est reliée à Internet. N'est plus photographe celui qui prend des photos, c'est maintenant la norme. Les plateformes accompagnent la transition vers la production massive d'images rendues possibles grâce à cette technologie. On peut capturer tout ce qui nous entoure en permanence, alors on le fait. Le quotidien est mis en scène, on le vend, on le consomme, toujours sous le prisme des images. On a toujours été entouré d'images de toute manière, pour s'informer, pour se représenter, pour la publicité, pour raconter. Mais depuis que chacun peut les multiplier à sa guise, la dimension est devenue différente. Les images n'existent plus en tant que telles, mais comme un flux infini d'informations, du divertissement de masse, de couleurs, de vrai, de faux qui nous appelle en permanence et auquel il est impossible d'échapper. Une consommation constante, plus ou moins consentante, qui ne nous laisse plus simples spectateurs, mais aussi producteurs d'une saturation globale de l'image. Et qui, à force d'être multipliée, ne semble plus rien dire, créer moins de sens, nous perdre plus que nous aiguiller. Alors on pourrait dire que les images ont perdu de leur valeur, qu'elles sont devenues trop nombreuses, trop faciles à produire, mais elles se seraient passées à côté de quelque chose. Parce que ces images, je ne les oublie pas complètement, je ne les abandonne pas non plus, je les utilise autrement. La plupart des images que je produis aujourd'hui ne sont pas faites pour être conservées. Elles sont faites pour être envoyées, partagées, diffusées. Un fragment de quotidien partagé presque immédiatement, une photo à un ami, une vidéo dans une conversation, un mème, un montage. Ces images ne sont pas faites pour durer, elles sont pensées pour circuler. Elles ne construisent pas forcément une mémoire, elles maintiennent un lien ou remplacent les mots. Ce qui a changé, ce n'est donc pas seulement la quantité d'images, c'est leur fonction. L'image n'est plus uniquement un objet d'art, de représentation ou de mémoire, elle devient un outil de communication. Un langage à part entière, car la technologie d'aujourd'hui le permet. Et en même temps, quelque chose s'est déplacé dans le geste lui-même. Avant, prendre une photo demandait une forme d'attention, un arrêt, une décision. Au début de la photographie même, on mettait nos plus beaux habits, comme pour un événement. On posait pour cette dernière. Aujourd'hui, le geste est presque automatique. Je photographie sans vraiment regarder, je capture sans forcément cadrer, je multiplie les prises comme si l'image pouvait se corriger toute seule après coup. Ce déplacement tient aussi aux appareils eux-mêmes. Les dispositifs que nous utilisons ne sont pas neutres. Ils orientent ce que nous faisons avec eux, standardisent les images et définissent en partie ce que nous produisons, mais aussi la manière dont nous percevons ce qui nous entoure. Filmer avec un téléphone, ce n'est pas seulement filmer avec un autre outil, c'est adopter un autre rapport au monde, un rapport plus immédiat, voire instantané, plus continu et soutenu par nous-mêmes et les autres pour alimenter ce flux abordé précédemment. Parfois j'ai l'impression de ne plus vraiment regarder une situation pour elle-même, je la regarde à travers la possibilité de pouvoir l'enregistrer, comme si l'image précédait l'expérience, comme si ce que je vis devait d'abord pouvoir être capturé. Je fais partie d'une génération qui n'a jamais manqué d'images, nous avons toujours eu la possibilité d'en produire, autant que nous voulions, à n'importe quel moment. Mais cette abondance pose une question simple. Qu'est-ce qu'une image quand elle n'est plus rare ? Comment les apprécier dans le torrent du reste d'informations dans lesquelles elles prennent vie ? Plus j'en produis, moins chacune d'entre elles semble compter. Elles s'accumulent, elles se superposent, elles disparaissent dans leur propre quantité, les miennes, celles des autres, celles que je veux voir et celles qui s'imposent à moi, dans nos habitudes inévitables, exponentielles, envahissantes. Pourtant, depuis quelques années, on a pu observer un phénomène étrange prendre en ampleur. Un retour à des caméras plus anciennes, à l'heure où tout le monde, sans exception, possède déjà une caméra dans sa poche. Les Polaroid avaient déjà pu connaître un retour en force, que l'on pouvait expliquer par la simplicité d'utilisation et la satisfaction de pouvoir voir sa photo imprimée directement après la prise, sans compter un effet de mode massif poussé par des marques qui remirent ce dernier au goût du jour. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler précisément, mais plutôt du retour aux anciennes caméras numériques.
Celle qui traînait dans le tiroir de notre chambre d'ado, l'ancien appareil photo compact des parents ou encore un achat anachronique surprenant. Pourquoi en est-on revenu aux premières caméras numériques ? Un effet de mode ? Sans aucun doute. Une nouvelle trend de Gen Z poussée par l'algorithme qui sera vite oubliée ? Peut-être. Mais il y a autre chose. Ce qu'on ressent est bien plus important que ce que l'on voit. C'est potentiellement une notion basique en relation avec la définition de l'art en lui-même. Les caméras actuelles, notamment celles de nos téléphones, sont sans aucun doute possible, plus qualitatives et plus performantes. Pourtant, je ne ressens rien devant cette photo. Ou du moins, j'aurai toujours moins d'affect pour cette dernière que pour cette version. Plus floue, moins définie, moins bien gérée, pour autant, est-elle moins belle ? Les souvenirs que l'on colle à cette esthétique sont plus importants. Une époque qui représente pour les personnes de ma génération une certaine insouciance paisible, des débuts de création innocente, l'enfance, la famille, mais également des films et des séries à l'image moins lisse. Ça nous ramène à une époque où les images comptaient pour autre chose, avaient une dimension différente, moins standardisée, loin de la nuée de données dans laquelle on baigne actuellement. Une époque où on capturait la vie pour ce qu'elle était, avant même que les images finissent par elles-mêmes nous capturer dans un flot infini qu'il est difficile de véritablement contempler aujourd'hui. Une saturation visuelle qui pousse à un retour en arrière vers des formes plus anciennes. Des appareils plus contraignants, des images plus limitées, comme si la contrainte permettait de redonner du poids à l'image, comme si ralentir devenait une manière de voir à nouveau. Quand les images avaient un grain, une saveur et que l'époque se devinait à la simple compression du son et du format, à l'image des dispositifs avant le numérique qui vivaient réellement et se détérioraient au fil de l'usage ou des enregistrements. Chaque prise comptait, chaque image avait une forme de valeur parce qu'elle était rare et fragile. Revenir à des dispositifs plus simples, ce n'est pas seulement une question de nostalgie. C'est peut-être une tentative de retrouver une relation plus consciente aux images, une manière de réintroduire du choix, de l'attention et peut-être une forme de valeur. Ce que ces transformations révèlent, ce n'est pas seulement une évolution technique, c'est une transformation de notre rapport au monde, de notre manière de le percevoir, de le retenir et de nous y inscrire. Aujourd'hui, je continue de produire des images, tout le temps. Mais je me demande de plus en plus ce qu'il en reste, ce qu'elles font réellement, et ce qu'elles disent encore, de moi et du monde. Parce qu'à force d'être partout, les images finissent peut-être par ne plus rien montrer, par dire tout et son contraire, par nous desservir et nous perdre. Aujourd'hui, j'aime mon téléphone. Et j'aime le fait que tout le monde puisse capturer des instants qui leur sont chers, des souvenirs, des paysages, créer des vidéos, des films, et tout ce que ça peut encore impliquer. J'aime cette liberté de création, mais je regrette tout de même le pouvoir qu'elle pouvait avoir sur moi autrefois. La magie qu'elle représentait, l'identité qu'elle façonnait et l'importance que je leur portais, qu'on leur donnait. Ah oui, et j'ai menti. Depuis, j'ai acheté tout ça. Et j'ai aussi repris des piles.